Selon l'American Psychological Association, près d'une personne sur 6 vivra une relation avec un narcissique au cours de sa vie. Et ce chiffre est en constante augmentation, parce que les narcissiques d'aujourd'hui ne crient plus. Ils séduisent, ils écoutent, ils disent ce que tu veux entendre, jusqu'au jour où tu n'es plus utile. Tu crois que c'est fini quand tu pars? Mais c'est là que tout commence. Car ce que peu de gens savent, c'est qu'un narcissique ne souffre pas de ton absence, il souffre de ta liberté. Et quand tu l'abandonnes, tu déclenches chez lui un mécanisme aussi violent que silencieux. Il ne cherche pas à te reconquérir par amour, il cherche à reprendre ce qu'il croit lui appartenir, ton esprit, ton attention, ta paix. Une étude publiée dans le Journal of Personality montre que dans plus de 83% des cas, les narcissiques cherchent à revenir plusieurs fois après une rupture, non par amour, mais pour rejouer le contrôle. Tu veux comprendre ce qui se passe vraiment quand on quitte un narcissique pour de bon? Tu veux savoir pourquoi il te remplace si vite, mais ne t'oublie jamais? Tu veux comprendre ce regard glacial, ce silence, cette vengeance passive qui ne dit pas son nom? Alors reste bien jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas découvrir ici pourrait bien t'épargner des années de confusion, de culpabilité et de souffrance invisible. Mais avant, je veux que tu écrives « Je ne me laisse plus manipuler ». C'est important, pour ancrer le changement qui commence en toi, et que laisse un like. Maintenant, on commence. Freud disait « Les narcissiques aiment avec leur reflet, jamais avec leur cœur. » Et pourtant, lorsque ce reflet disparaît, quelque chose en eux s'effondre. Ce n'est pas de l'amour qu'ils perdent, mais un miroir. Leur miroir. Selon une étude de l'Université de Buffalo, 94% des individus présentant un trouble narcissique de la personnalité réagissent à une rupture par des comportements de contrôle, de rage ou de manipulation émotionnelle. Ce n'est pas une coïncidence. Carl Jung écrivait que « Le masque que nous montrons au monde est souvent si solide qu'il écrase notre vraie nature. » Quand vous quittez un narcissique, ce masque tombe, brutalement. Mais au lieu du vide ou du chagrin qu'on pourrait attendre, c'est un théâtre qui commence. Un théâtre troublant. Et si tu regardes bien, tu vas le reconnaître. Tu as peut-être déjà vécu cette scène. D'abord, il ne comprend pas, puis il nie, puis il attaque. Ou bien il supplie, il charme, il revient en mendiant ce qu'il méprise. Pourquoi? Parce qu'un narcissique ne vit pas dans le lien, il vit dans le contrôle du lien. Et le fait que vous soyez parti détruit sa narration. Tu es devenu l'anomalie de son scénario, la variable incontrôlable. Et pour un esprit structuré autour du besoin d'admiration, cette perte de contrôle est insupportable. D'un point de vue neurologique, c'est fascinant. L'imagerie cérébrale montre que lorsqu'un narcissique est rejeté, les zones du cerveau liées à la douleur physique, l'insula et le cortex singulaire antérieur, s'activent intensément. C'est littéralement vécu comme une blessure. Mais attention, ce n'est pas la blessure d'un cœur brisé. C'est l'ego qui hurle. L'ego, comme disait Sénèque, est un tyran affamé qu'aucune louange ne rassasie. Et quand il n'a plus rien à contrôler, il se retourne contre lui-même ou contre vous. Tu l'as peut-être vu. Dès que tu as pris tes distances, le masque a glissé. Derrière le charme contrôlé, les yeux sont devenus froids. Le silence a pris la place des mots doux. Ou pire, les mots sont devenus des armes. Et tu t'es demandé, mais qui est cette personne? La réponse est simple, c'est la vraie. Ou plutôt, c'est la partie qu'il cache au monde et que la rupture a réveillée. Plusieurs études de psychologie clinique révèlent que le narcissique pathologique vit dans un état permanent d'instabilité émotionnelle. Selon le Journal of Personality Disorders, plus de 70% des narcissiques présentent aussi des traits d'anxiété sévère et de vide chronique. Ce vide, c'est ce qui s'active quand vous partez. Ce n'est pas l'amour qu'il perd, c'est sa source d'alimentation émotionnelle, car il se nourrit de ta présence, de ton attention, même de tes doutes. Et quand tout s'arrête, il n'a plus de carburant. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir de renverser tout jugement qui te fait du mal. » Et dans ce contexte, ce n'est pas une belle citation, c'est une arme. Car tu vas avoir tendance à douter, à te dire que tu as été dur, que tu n'aurais peut-être pas dû couper aussi net. Mais ce doute, il vient souvent de l'usure, de mois, parfois d'années, de manipulations subtiles.
Le narcissique t'a peut-être fait croire que c'était toi le problème, que tu étais trop sensible, trop exigeant, pas assez compréhensif. Il t'a reprogrammé pour douter de ta propre réalité. C'est là qu'intervient le gaslighting, identifié dès les années 1940, mais étudié plus profondément dans les années 2000. Cette technique de manipulation, te faire douter de ce que tu ressens ou perçois, est l'arme préférée du narcissique. Et lorsqu'il est quitté, il l'utilise à fond. Il se présente comme la victime. Il raconte que tu l'as trahi. Il va chercher des alliés, parfois même dans ta propre famille. Parce que plus tu sembles fautif aux yeux des autres, plus il garde la main sur le récit. Et tant qu'il contrôle le récit, il n'a pas l'impression d'avoir perdu. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette façade cache souvent une panique intérieure, car la rupture, c'est une déchirure dans leur illusion de toute puissance. Carl Rogers, un autre pilier de la psychologie humaniste, disait que les personnes les plus blessantes sont souvent celles qui se sentent les plus vides à l'intérieur. Et ce vide, tu l'as peut-être senti chez lui, dans ces moments où il n'y avait plus de spectacle, plus d'audience, juste un malaise diffus. Ce vide s'ouvre brutalement quand on le quitte. Et dans ce vide, il est prêt à tout pour reprendre le contrôle, t'écrire, t'appeler, t'effacer, te détruire symboliquement. Peu importe le moyen, tant que ça restaure son illusion de puissance. Mais voici ce qu'on ne te dit pas assez souvent. Si le narcissique réagit de manière aussi extrême quand tu pars, ce n'est pas parce qu'il t'aimait trop, c'est parce que tu lui as échappé, et qu'il ne supporte pas l'idée qu'un objet de sa mise en scène puisse avoir sa propre volonté. Tu deviens un bug dans son système, une menace à éliminer ou à reconquérir, pas un être à aimer. Ce premier moment, celui où tu vois le masque tomber, est souvent terrifiant, mais il est aussi révélateur. C'est le moment où tu comprends que tu n'as jamais été réellement vu, tu as été utilisé. Et ça, c'est dur à entendre. Mais c'est aussi ta première vraie libération, car une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus l'ignorer. Et ce que tu vas faire maintenant va tout changer. Si cette première partie te parle ou te touche, écris en commentaire « Je fais tomber son masque » et abonne-toi. Maintenant, on continue. Le narcissique que vous avez quitté ne disparaît jamais vraiment. Il mute. Il change de forme. C'est une vérité que la psychologie moderne documente depuis des décennies, mais que peu de gens comprennent avant de la vivre. Et lorsque cela arrive, c'est souvent déroutant. Car ce qui suit une rupture avec un narcissique n'a rien d'un deuil normal. Il n'y a pas de silence apaisant. Il y a une guerre silencieuse. Et parfois, une guerre ouverte. Dès les années 80, le docteur Sam Vaknin, l'un des premiers à vulgariser les dynamiques narcissiques toxiques, décrivait 3 profils de comportement post-rupture, 3 masques, ou plutôt 3 armes. Et bien souvent, ces 3 phases s'enchaînent ou se superposent. Silence radio, vengeance passive ou effondrement apparent. Tu l'as peut-être vu. Peut-être que tu y es encore plongé. Commençons par le silence radio. Pas n'importe lequel, celui qui semble calculé, presque théâtral. Du jour au lendemain, la personne qui envahissait ton espace disparaît. Plus de messages, plus de « je t'aime », rien. Le vide. Et dans ce vide, ton esprit commence à tourner. Tu te demandes s'il souffre, s'il a compris, s'il a changé. Tu doutes. Et c'est précisément ce que le silence cherche à provoquer. Car chez le narcissique, le silence n'est jamais une absence. C'est une punition, une façon de reprendre le contrôle en te plongeant dans l'incertitude. Ce silence, les neurosciences le comparent à un sevrage brutal d'une addiction affective. Une étude de l'Université de Columbia a montré que le cerveau d'une personne quittant une relation toxique présente des schémas d'activité identiques à ceux d'un toxicomane en manque. Le cortisol augmente, la dopamine chute, et le besoin de contact, même toxique, devient obsédant. Le narcissique le sait, intuitivement ou consciemment. Il se tait, parce que son silence parle plus fort que ses mots. Puis, parfois sans prévenir, vient le second visage, celui de la vengeance, subtil ou frontal. Le narcissique ne supporte pas la perte de contrôle, alors il cherche à inverser les rôles. Il va salir ton image, suggérer à votre entourage que tu es instable. Il te remplace rapidement et l'affiche comme une victoire. Pas pour avancer, mais pour piquer, pour te faire douter de ta valeur.
Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce n'est pas ce que les autres disent de toi qui te blesse, c'est ce que tu acceptes de croire. » Et là, il faut être ferme, ne pas courir après l'explication, car c'est un piège. Le pire, c'est que parfois, cette vengeance se fait sous un masque d'humilité. Il pleure en public, se présente en victime, demande juste à comprendre. Il active la pitié des autres pour mieux t'isoler. C'est ce que les psychologues appellent le narcissistic collapse, un effondrement apparent, mais pas toujours sincère, car souvent, cet effondrement est stratégique. Il pleure devant les bonnes personnes, il s'effondre pour mieux manipuler ton empathie. Et toi, tu doutes, encore. Tu te demandes si tu as exagéré, si tu aurais dû rester. Et tu oublies une chose essentielle, ce n'est pas parce qu'il souffre qu'il aime. Carl Jung l'écrivait clairement. Ce que tu refuses de confronter en toi-même, tu le projetteras sur les autres comme un destin. Le narcissique effondré n'est pas en train de guérir. Il projette. Il veut que tu portes la culpabilité de ce qu'il refuse de regarder. Son vide, sa peur, son absence d'identité réelle. C'est pourquoi le narcissique ne reste jamais seul longtemps. Car seul, il s'efface. Il disparaît dans ses propres ténèbres. Et parfois, il revient. Le fameux hoovering, un terme issu de la marque d'aspirateur Hoover. C'est le moment où il tente de te réaspirer dans la relation, souvent par un message inattendu, une phrase piégée comme « je repensais à toi » ou « je me rends compte de mes erreurs ». Ce retour n'est jamais innocent. Il n'est pas motivé par une prise de conscience. Il est motivé par une perte de contrôle. Car tu deviens dangereux. Ta distance menace son récit. Et le seul moyen de reprendre l'avantage, c'est de revenir dans ta tête. Mais ici, la sagesse stoïcienne nous offre une clé. Marc Aurèle écrivait « Quand tu es tenté de te plaindre de ce que l'autre a fait, tourne-toi vers ce que tu peux maîtriser. Ce que tu peux maîtriser, c'est ta réponse. Tu n'as pas besoin de jouer le même jeu. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. La paix ne se gagne pas dans la confrontation. Elle se construit dans la clarté. Et plus tu comprends les visages de la manipulation, plus tu redeviens libre. Alors, si tu es dans cette période trouble, où l'absence devient une arme, où les masques tombent puis se reforment, rappelle-toi ceci. Chaque réaction du narcissique est une tentative de réinstaller l'illusion. Le silence, la vengeance, l'effondrement, ce ne sont pas des preuves d'amour, ce sont des stratégies de survie d'un ego blessé. Et plus tu restes ancré, plus tu les vois pour ce qu'elles sont. Des illusions. Quitter un narcissique, c'est comme briser un miroir dans lequel il refusait de voir autre chose que sa propre grandeur. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette rupture n'est pas simplement une fin pour lui. C'est une humiliation existentielle. Le docteur Craig Malkin, auteur de Rethinking Narcissism, l'explique clairement. Les narcissiques pathologiques ne se sentent pas juste rejetés. Ils vivent chaque abandon comme un effondrement de leur identité. Parce qu'ils ne sont personne sans l'admiration ou la soumission de l'autre. Ils existent à travers vous. Et quand vous partez, ils disparaissent un peu. La science appuie ce constat. Une étude de 2017, publiée dans Personality Disorder, Theory, Research and Treatment, démontre que 88% des personnes avec des traits narcissiques élevés présentent un trouble de l'identité. Leur perception d'eux-mêmes fluctue brutalement en fonction du regard des autres. Ils n'ont pas de soi solide. Ce qu'ils veulent contrôler, ce n'est pas seulement la relation, c'est leur propre reflet à travers vos yeux. Et quand vous fermez les yeux, il ne reste plus rien. C'est pour cela qu'ils réagissent avec autant de violence, parfois cachée, parfois spectaculaire. Car ce n'est pas vous qu'ils perdent, c'est leur pilier psychologique. Freud, déjà, disait que le narcissisme extrême est une défense contre un sentiment profond d'impuissance. Et cette impuissance, ils l'ont ressentie enfant. Oui, la plupart des narcissiques viennent d'environnements émotionnellement instables. Trop de critiques, trop de survalorisation, pas assez d'amour vrai. Alors ils ont appris à survivre en créant un faux moi. Et toute leur vie d'adulte repose dessus. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que si vous êtes parti, c'est justement parce que vous avez réveillé quelque chose qu'ils ne contrôlaient pas. Une lucidité, une force, une liberté. Et cela, ils ne le supportent pas. Pas seulement parce que vous les quittez,
mais parce que vous devenez ce qu'ils ne seront jamais, libres de l'image. Marc Aurèle écrivait « Sois indifférente à ce qui n'est pas en ton pouvoir ». Et cette indifférence, ce calme intérieur que vous commencez à construire, les consume. Tu te demandes peut-être pourquoi il n'a pas changé. Pourquoi, malgré l'amour que tu lui as donné, malgré les conversations, les larmes, les secondes chances, rien n'a bougé. Ce n'est pas que tu as échoué, c'est que tu es tombé sur quelqu'un qui ne cherche pas la transformation. Il cherche le contrôle, et tu as brisé ce contrôle. Alors il fait tout pour inverser le scénario. Il dira que tu es instable, trop dramatique, pas assez aimante. Mais souviens-toi, une personne équilibrée ne te punit pas pour poser des limites. Une personne saine ne te fait pas payer ton autonomie. Carl Jung disait que l'individu qui ne confronte pas son ombre est condamné à la projeter sur les autres. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Le narcissique, incapable d'assumer sa vulnérabilité, la projette sur toi. Tu deviens le problème, la toxique, la lâche. Tout, sauf ce que tu es réellement. Quelqu'un qui a osé, quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui est parti. Et cette décision, elle n'est pas seulement courageuse, elle est révélatrice. Elle dit quelque chose de toi que tu n'as peut-être pas encore pleinement intégré. Tu crois peut-être que tu es brisé, que tu es fatigué, que tu as trop donné. Mais la vérité, c'est que tu es plus solide que tu ne l'as jamais été. Tu as fait ce que beaucoup ne font jamais, quitter ce qui te détruisait lentement. Ce n'est pas un acte de fuite, c'est un acte d'alignement. Tu n'as pas fui le narcissique, tu t'es retrouvé. Et c'est pour cela qu'il te hait autant qu'il te désire. Parce que tu incarnes ce qu'il redoute, la capacité à être sans lui. Une recherche menée par l'université de Harvard a montré que les personnes qui quittent des relations narcissiques développent à long terme une meilleure capacité d'introspection, de résilience émotionnelle et de clarté identitaire. Mais ce n'est pas immédiat. Car après la rupture, tu traverses un tunnel. Tu doutes, tu remets tout en question. Tu entends encore ces mots dans ta tête. C'est normal, c'est le poison résiduel. Mais plus tu avances, plus tu réalises que la vérité ne t'a jamais blessé. C'est le mensonge qui t'a vidé. Et ce que tu vis maintenant, cette douleur, cette confusion, cette envie de comprendre, c'est le signe que tu t'éveilles, que tu cesses de fonctionner à travers l'approbation de quelqu'un d'autre. Tu deviens ton propre repère. Et ça, aucun narcissique ne peut le tolérer. Parce que plus tu te suffis, plus il s'efface. Et ce vide qu'il ressent, il ne peut plus le combler avec toi. Alors ne cherche pas la validation dans ses réactions. N'attends pas qu'il comprenne. Il ne comprendra pas. Parce que ce que tu fais dépasse ses mécanismes. Tu es en train de sortir du jeu. Et c'est exactement là que commence ta libération. Tu as à peine tourné la page que déjà, il semble avoir trouvé quelqu'un. Sourires en public, publications ambiguës, déclarations qui sonnent faux, mais qui piquent. C'est brutal. Et tu te demandes, était-ce donc si facile pour lui? M'a-t-il jamais aimé? Comment peut-on remplacer aussi vite? La réponse est simple, mais elle fait mal à entendre. Ce n'est pas toi qu'il cherche à remplacer, c'est ta fonction. Le narcissique ne crée pas de lien, il crée un système. Et quand ce système se brise, il a besoin d'un substitut, pas d'un être humain. Une étude menée par la psychologue W. Keith Campbell montre que les individus à fort narcissisme déclarent se remettre d'une rupture en moins d'une semaine, dans 63% des cas. Non pas parce qu'ils guérissent vite, mais parce qu'ils masquent immédiatement le vide. C'est un camouflage émotionnel. Carl Jung appelait cela une réorganisation défensive de la persona. Lorsqu'une partie de leur façade se fissure, ils n'essayent pas de la réparer. Ils la remplacent. Tu n'étais pas aimé. Tu étais investi d'un rôle. Et maintenant que tu n'y es plus, ils cherchent quelqu'un pour tenir la scène, le plus vite possible, le plus bruyamment possible. Mais voilà la vérité. Cette précipitation n'est pas un signe de force. C'est un aveu de panique, car le narcissique n'a pas de profondeur réelle à explorer. Il ne se reconstruit pas. Il recompose une illusion. Et souvent, il choisit quelqu'un qui te ressemble. Même regard, même énergie, même vulnérabilité. Parce qu'il veut rejouer le script. Il ne vit pas dans le présent. Il rejoue sans cesse le même théâtre. Le stoïcien Épictète disait « Ce n'est pas la chose elle-même qui nous trouble,
mais l'idée que nous nous en faisons. Et dans ce cas, l'idée qu'il a trouvé l'amour ailleurs est précisément ce qui vous blesse. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un casting. Il ne cherche pas un cœur, il cherche une scène. Et parfois, il la publie, il l'affiche, il te la montre, parce qu'il veut que tu vois, parce qu'il veut toucher ce que tu ressens. Le concept de triangulation, utilisé par de nombreux thérapeutes, explique cela. Le narcissique introduit volontairement une troisième personne dans la dynamique, même après la rupture, pour maintenir un levier émotionnel sur toi. Il ne veut pas seulement que tu partes, il veut que tu regrettes, il veut que tu doutes, il veut que tu te compares. Et pendant ce temps, il construit une nouvelle illusion. Mais ce que les statistiques révèlent, c'est que 78% de ces nouvelles relations post-narcissiques échouent dans les 6 mois. Pourquoi? Parce que le problème ne vient jamais de la personne quittée. Il vient du vide qui cherche à se combler en dehors de soi. Tu pourrais croire qu'il est passé à autre chose. Mais dans la réalité, le narcissique ne passe jamais vraiment à autre chose. Il empile, il déplace, il nie, il rejette. Mais il n'oublie pas. Car tu es devenu une fracture dans sa narration, une anomalie qu'il n'a pas pu maîtriser, une personne qu'il n'a pas réussi à soumettre au récit. Et ça reste, même s'il ne te le dira jamais, même s'il sourit en public. Freud expliquait que ce qu'on refoule revient toujours. Et pour les narcissiques, ce refoulement est leur manière de vivre. Ils ne veulent pas ressentir l'échec, ils veulent le maquiller. Ils ne veulent pas affronter la perte, ils veulent la remplacer. Et dans cette frénésie de nouveaux visages, ils gardent au fond d'eux une colère sourde, une faille qu'ils ne refermeront jamais. Parce que ce que tu leur as pris, ce n'est pas un amour, c'est une emprise. Alors pourquoi continuer à espionner ces réseaux? Pourquoi continuer à te demander s'ils pensent à toi? Ils pensent à toi, oui, mais pas comme tu l'espères. Ils pensent à toi comme à celle qui a quitté, celle qui a osé dire non, celle qui est devenue incontrôlable. Et plus tu t'éloignes, plus tu renforces cette image, celle de la personne qu'il n'a pas réussi à casser. Et c'est cette image qui le hante, malgré ses sourires, malgré ses photos, malgré ses « je suis heureux maintenant ». Sénèque écrivait « La première preuve de sagesse est de savoir s'éloigner du tumulte ». Et c'est exactement ce que tu es en train de faire, en refusant de rejouer le rôle, en ne répondant plus, en ne tombant pas dans le piège de la comparaison. Tu récupères ton espace intérieur. Et dans ce silence, dans cette absence de réaction, tu renvoies une chose insupportable pour lui, ton indépendance. Ce n'est pas que tu ne comptais pas, c'est que tu as compté trop, parce que tu as vu, parce que tu as compris. Et ça, il ne peut pas l'effacer avec une autre. Il peut s'agiter, s'afficher, séduire, mais il ne pourra jamais nier que c'est toi qui es parti. Et dans sa logique narcissique, c'est une défaite éternelle. Il y a un moment où tu te rends compte que ce n'est pas sa présence qui t'épuise, mais ta propre manière de la regarder. Ce n'est pas son départ qui t'apaise, c'est ta décision d'arrêter d'attendre une autre fin. Tu peux quitter un narcissique, bloquer ses messages, changer de ville, changer de numéro. Et pourtant, il continue à vivre en toi. Pas comme un souvenir, mais comme une tension, un nœud dans la poitrine, une obsession de comprendre, une fatigue invisible. La paix n'apparaît pas quand l'autre s'efface. Elle naît quand toi tu changes de posture intérieure. Et c'est là que la philosophie stoïcienne devient un levier puissant. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » Cette phrase n'est pas une métaphore, c'est un basculement mental, car pendant trop longtemps, tu as cru que sa réaction allait te libérer, qu'un message d'excuse allait réparer, qu'un regret allait clore le chapitre. Mais rien de cela ne vient. Et plus tu attends, plus tu t'épuises. Ce que la psychologie moderne appelle le cycle de rumination post-traumatique se déclenche. Tu repasses les scènes, tu cherches ce que tu aurais pu dire autrement, tu espères un retournement. Ce processus, décrit dans The Body Keeps the Score par Bessel van der Kolk, active constamment ton système nerveux. Ton cerveau ne distingue plus le passé du présent. Il croit que tu es encore dans la relation. Il rejoue les blessures pour essayer de les comprendre.
Mais comprendre ne guérit pas toujours. Parfois, c'est accepter qui guérit. Et ce regard, ce fameux regard que tu poses sur l'histoire, il ne dépend pas de lui. Il dépend de toi. D'un choix. Le choix de ne plus chercher la justice dans un cœur qui ne connaît que le pouvoir. Le choix de ne plus mendier la clarté à quelqu'un qui vit dans le flou. Tu ne peux pas forcer une âme brisée à voir ta valeur. Mais tu peux, chaque jour, décider de t'en souvenir toi-même. La neuroscience t'y aide. Des études sur la résilience ont montré que le simple fait de changer le récit intérieur autour d'un événement douloureux diminue les marqueurs de stress et augmente la cohérence cardiaque. En d'autres termes, quand tu changes la façon dont tu racontes ton passé, tu changes aussi la façon dont ton corps y réagit. Tu ne le nies pas, tu le reprends en main. Mais attention, le narcissique t'a peut-être conditionné à croire que ton calme était de l'indifférence. Il t'a peut-être accusé de ne pas ressentir, d'être froid, détaché, voire cruel. Il te reprochait ce qu'il redoutait le plus, que tu puisses exister sans lui. Ce calme, cette stabilité intérieure, c'est la chose qu'il n'a jamais eue. Et c'est précisément ce qu'il redoute que tu développes. C'est pourquoi tu dois maintenant apprendre à cultiver ce calme, non pas comme une armure, mais comme une respiration. Sénèque disait « L'homme sage ne souffre pas moins des blessures de la vie, il souffre autrement. » Tu n'as pas à te blinder, tu as à voir plus clair, à reconnaître la violence subtile, à identifier les pièges de l'attente, à rediriger ton énergie vers ce qui dépend de toi. Ce qui dépend de toi, c'est ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu continues à revivre ce qu'il t'a fait, ou est-ce que tu transformes cette expérience en discernement? Car tu n'as pas seulement survécu à une relation toxique, tu es en train de renaître avec une conscience plus aiguisée. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'évolution. Carl Jung expliquait que la vraie individuation commence quand on cesse de chercher la lumière à l'extérieur et qu'on ose descendre dans ses propres ombres. Tu y es. Tu es dans cette traversée. Et chaque moment où tu choisis de ne pas répondre, chaque pensée où tu te rappelles que ce n'est pas toi le problème, chaque respiration où tu ne te juges plus, est un acte de guérison. Tu n'as pas besoin qu'il change pour aller mieux. Tu n'as pas besoin qu'il s'excuse pour tourner la page. La paix ne se trouve pas dans son absence. Elle se construit dans ton regard. Et ce regard, tu es le seul à pouvoir le diriger. Tu peux le nourrir de colère ou le nourrir de lucidité. Tu peux rester prisonnier du manque ou devenir gardien de ton propre territoire intérieur. Et plus tu redeviens souverain de ce regard, plus sa mémoire s'efface. Non pas parce que tu oublies, mais parce que tu n'as plus besoin de te souvenir. Il ne suffit pas de partir. Il faut se transformer. Car si tu pars sans évoluer, tu restes vulnérable au prochain masque. Et les narcissiques, les manipulateurs, les charmeurs toxiques, ils savent repérer les esprits blessés. Ils sentent les failles. Ils flairent l'indécision, le vide, le besoin d'amour sans racine. Alors si tu veux qu'il n'ait plus jamais de pouvoir sur toi, tu dois devenir une autre version de toi-même. Pas plus dure, plus réelle. Marc Aurèle disait « La vraie victoire, c'est de ne plus être gouverné par ce qui n'a pas de pouvoir sur ta volonté. Et ce pouvoir, tu peux le reprendre. Pas en devenant distant ou méfiant, mais en devenant ancré. Ce que tu dois devenir, c'est une personne qui ne cherche plus à être choisie, mais qui choisit. Une personne qui ne donne plus pour être aimée, mais qui donne parce qu'elle déborde. Cela commence par une vérité brutale. Tant que tu n'as pas guéri ce qui t'a poussé à rester trop longtemps, tu risques de répéter. Freud appelait ça la compulsion de répétition. Ce mécanisme inconscient qui nous pousse à retourner là où ça fait mal, dans l'espoir inconscient que cette fois, on en sortira indemne. Mais la seule manière d'en sortir vraiment, c'est d'aller voir en soi ce qu'on essayait de réparer à travers l'autre. C'est souvent un manque ancien, un schéma appris, peut-être une enfance où l'amour était conditionnel, où tu devais mériter l'attention, gagner ta place, te taire pour être accepté. Le narcissique a senti ça. Il t'a donné juste assez pour réactiver l'illusion que tu pouvais enfin être vu, reconnu, aimé. Et quand tu t'es accroché, il a retiré la lumière. Pour que tu le supplies encore.
pour que tu te plies encore. Et tu l'as fait, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, tu n'as plus à mendier. Tu as à reconstruire. Et ça passe par des gestes simples, radicaux. Apprendre à poser des limites sans t'excuser. À dire non sans trembler. À exiger le respect comme un minimum, pas comme une récompense. À t'aimer dans le silence, dans la solitude, dans le doute. À reconnaître tes émotions sans t'y noyer. À te choisir même quand personne d'autre ne le fait. La psychologie moderne parle ici de reparenting. C'est l'acte de devenir pour soi-même ce que personne n'a su être. Un guide, un appui, une présence stable. Tu n'attends plus qu'un homme, qu'une femme, qu'un amour vienne te compléter. Tu es complet. Et dans cette complétude, tu es imprenable. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et c'est cette vigilance intérieure qui devient ta plus grande force. Pas un mur, mais une lumière. Tu ne fuis plus les autres. Tu te tiens debout. Tu ne cherches plus à plaire. Tu dis ta vérité. Tu n'es plus dans la peur d'être abandonné, car tu sais que tu ne t'abandonneras plus jamais toi-même. Et un jour, ce jour viendra. Il ou elle essaiera peut-être de revenir. D'un message, d'un regard, d'un souvenir. Mais ce jour-là, tu ne sentiras plus de colère. Tu ne sentiras plus de manque, tu sentiras de la clarté, de la gratitude pour cette douleur qui t'a forcé à renaître. Tu ne répondras pas, pas par vengeance, mais parce qu'il n'y a plus rien à répondre, parce que tu es devenu intouchable, pas dans l'arrogance, dans la paix. Cette paix-là, elle n'est pas spectaculaire, elle ne s'affiche pas sur les réseaux, elle ne se crie pas, elle se vit dans chaque choix, chaque silence, chaque regard que tu poses sur toi-même avec douceur, enfin. Et ce que tu es en train de devenir, ce n'est pas quelqu'un de plus fort, c'est quelqu'un de plus juste, juste envers toi-même. Et cette justesse, aucun narcissique ne pourra jamais plus l'éteindre.